Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'AFNA et au comité d'organisation pour cette invitation. Donc on va se répartir le temps de présentation avec Bertrand sur à peu près 30 minutes chacun, et puis garder un petit peu de temps pour les questions et les échanges. Donc effectivement, on nous a demandé d'intervenir plutôt sur la question des fonctions exécutives. Alors dans le TSA, mais on va essayer de brosser un tableau un petit peu plus large de ce qui se dit dans les TND en général. Je ne vais pas trop entrer, par manque de temps, sur tout ce qui concerne les lésions cérébrales acquises ou la psychopathologie, parce qu'il a fallu faire des choix, mais on pourra peut-être échanger, si vous le souhaitez, sur ces questions. Donc peut-être en guise de préambule, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes tout à fait tous au point déjà sur les fonctions exécutives ou tout ce qui tourne autour de ces concepts. Donc on a prévu avec Bertrand de peut-être redéfinir un peu les choses, mais n'hésitez pas à intervenir si vous pensez que ce n'est pas forcément nécessaire. Peut-être juste rappeler que d'ailleurs fonction exécutive, ça s'écrit au pluriel, hein, il y a souvent des erreurs de traduction, on les retrouve au singulier, ce qui est une erreur de traduction, puisqu'en anglais on peut écrire executive function au singulier, mais qu'en fait, dans l'esprit, c'est bien du pluriel. Hein, on peut l'avoir aussi au pluriel d'ailleurs en anglais, mais d'une manière générale, on parle de fonction exécutive au pluriel. Et qui dit fonction exécutive dit contrôle exécutif, régulation, en partie métacognition. On pourrait parler de contrôle attentionnel, il y a souvent des interrogations, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est complémentaire ? Alors moi je vais être très caricatural, tout ça renvoie à la même idée, plus ou moins, et on va parler nous de contrôle exécutif et de fonction exécutive. Alors quand je dis moi, c'est la littérature scientifique en général est plutôt sur cette approche-là, hein, à l'échelle internationale. Donc quand on parle de fonction exécutive, on parle de contrôle, de régulation du comportement en fonction de deux aspects, c'est-à-dire l'état intérieur dans lequel on est, hein, les prédispositions qu'on peut avoir, notre état intérieur, notre fort intérieur, et l'environnement et le contexte. Les fonctions exécutives, c'est s'ajuster en permanence, ce que vous faites depuis que vous êtes réveillé ce matin. Vous vous ajustez en permanence en fonction du contexte. On parle d'un ensemble, je vois qu'il y a des problèmes d'affichage, bon, c'est pas grave, un ensemble de processus qui permettent de contrôler, de réguler l'activité cognitive, mais aussi émotionnelle, on va y revenir, et qui permettent de s'adapter à des circonstances environnementales qui sont changeantes. Alors c'est déjà difficile pour nous en tant qu'adultes. Pour les enfants, c'est encore plus compliqué, par définition, puisqu'ils sont en plein développement. Qui dit fonction exécutive dit réseau préfrontaux. Hein, on disait auparavant lobe frontal, c'est un peu réducteur, puisque d'une manière générale, Lurial avait déjà tout expliqué dans les années 1960. Hein. Les fonctions exécutives, c'est globalement la programmation, la vérification de l'activité mentale, et ça dépend plutôt des réseaux antérieurs du cerveau. Alors je disais effectivement qu'on a tendance, même si je pense que c'est un peu artificiel, hein, à différencier les aspects froids, cold ou cool, des aspects chauds. C'est un peu artificiel parce que penser qu'il y a des situations qui sont totalement neutres d'un point de vue émotionnel, ça me paraît peu probable. Mais c'est vrai, les données cliniques tendent à confirmer qu'on peut avoir, je leur dirai tout à l'heure, des dissociations entre les aspects chauds et froids, même si la plupart du temps tout ça fonctionne ensemble. Alors, versant cognitif, on est dans des situations où les enjeux émotionnels et affectifs sont peut-être pas au premier plan, et habituellement, tout le monde est à peu près d'accord maintenant, les chercheurs en psychologie sont à peu près d'accord pour dire que l'inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité sont les trois composantes un peu exécutives de base. Alors, il y a toujours plus ou moins des débats, mais globalement, toutes les études factorielles vont à peu près dans ce sens-là. Et puis, il y a la planification qui est un peu le grand oublié classique, qui renvoie plutôt à des processus dits encore de plus haut niveau, sur lequel je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc on parle bien de termes parapluies hein, dans la littérature, umbrella term, parce que les fonctions exécutives, c'est un ensemble de composantes cognitives, et puis je le disais tout à l'heure, aussi affectives, dès lors que vous êtes dans des enjeux affectifs, émotionnels ou motivationnels beaucoup plus forts, quand il faut prendre une décision, est-ce que je peux copier sur mon voisin, est-ce que je peux lui demander pourquoi il ne sent pas bon, bon.
on le fait ou on ne le fait pas, ou on le fait avec plus ou moins d'adresse. Tout ça, ça renvoie effectivement à la régulation des émotions, l'ajustement. Quand je perds au jeu, est-ce que c'est suffisamment une bonne raison pour balancer le plateau sur mon voisin? Est-ce que je peux piquer les frites dans son assiette sans risque de représailles, etc. etc. Alors ça, c'est connu depuis très longtemps en neurologie et en neuropsychologie de l'adulte, depuis les années 80, 1980. La sémiologie des fonctions exécutives est parfaitement connue. Je vous ai remis ici les boucles fronto-sous-corticales. On sait que les aspects froids dépendent plutôt des régions dorso-latérales du cortex préfrontal, des deux côtés, quand les aspects chauds dépendent plutôt des régions orbitaires et ventromédianes. Je vous renvoie au fameux cas de Phineas Gage. Et donc, chez l'enfant, on est dans cette logique. Les données sont globalement similaires, si ce n'est qu'on est sur un cerveau en développement. Alors justement, qu'est-ce qui fait la particularité des fonctions exécutives? Eh bien, précisément, c'est leur émergence qui est tout à fait particulière à l'échelle du développement psychologique et cérébral, puisqu'on sait que les fonctions exécutives, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, se développent très très tôt, dès les premiers mois de la vie, mais leur maturité est extrêmement tardive, puisqu'on considère que les fonctions exécutives ne sont pas tout à fait opérationnelles avant une vingtaine d'années, ce qui est assez pratique pour les étudiants, pour rendre compte de leurs difficultés à se concentrer. Vous savez aussi que c'est les premières fonctions à décliner avec l'âge, et pardon pour être désagréable, je suis aussi concerné. Finalement, on a une période de pleine maturité qui est finalement relativement courte, entre une vingtaine d'années et 40-50 ans, puisqu'on sait que ça se dégrade assez rapidement. Et on sait que ce qui est un peu compliqué, c'est que ces différentes composantes ne se développent pas à la même vitesse. Pour faire très court, on sait qu'avant 5-6 ans, on est sur une approche unitaire des fonctions exécutives. C'est-à-dire que toutes les fonctions exécutives sont liées, d'accord? Et on sait, je ne peux pas entrer dans les détails, mais on pourra si vous le souhaitez, on sait qu'elles se différencient progressivement à partir de 5-6 ans. Alors, il y a une variabilité d'un enfant à l'autre, mais grosso modo, l'inhibition et la mémoire de travail deviennent des fonctions relativement indépendantes, et puis la flexibilité au moment de l'adolescence et la planification à la fin de l'adolescence. Alors, il faut imaginer les choses de manière dynamique, mais ça veut dire qu'on peut s'attendre à avoir des profils de perturbations dissociés à mesure que l'enfant grandit. Et ça va être un vrai problème pour l'évaluation, en particulier pour les spécialistes que vous êtes, puisque on risque de passer à côté si on n'a pas ça en tête. Si on pense que les fonctions exécutives sont unitaires, ce serait pratique. Il suffit de faire 1 ou 2 tests fiables et à la limite, on va repérer un problème exécutif. Là, si on parle d'au moins 4 fonctions exécutives, sans parler des aspects affectifs, ça veut dire qu'on est sur une approche plurielle. Donc là, vous avez des données classiques sur la maturation des réseaux préfrontaux, ce que je disais. On sait que l'élimination synaptique et la maturation physiologique des réseaux préfrontaux est vraiment beaucoup plus tardive que les autres régions du cerveau, puisque le cerveau mature de manière codorostrale, de l'arrière vers l'avant. Donc les régions préfrontales sont les dernières à être matures sur le plan physiologique. Et puis, ce qu'on a, à mon avis, pas suffisamment intégré ces dernières années, en particulier en clinique, mais en recherche aussi, c'est l'importance des facteurs environnementaux, psychosociaux, on en parle beaucoup, mais en fait, dans les faits, on n'en tient pas vraiment compte. Et je serai tout à l'heure assez sévère sur la manière qu'on a actuellement, collectivement, de travailler, d'évaluer ces fonctions exécutives. On sait aujourd'hui, il y a plein de modèles qui le montrent, que tout un tas de facteurs environnementaux et physiologiques basiques jouent un rôle très important. Alors l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, il y a plein de littérature maintenant en psychologie du développement en particulier qui montre ça très très bien. On sait que les facteurs culturels jouent un rôle déterminant, le style parental, le style éducatif, l'exposition aux écrans, les polluants, etc., etc. Il y a plein de données. Et on voit le décalage quand on évalue les fonctions exécutives avec des épreuves qui ne sont déjà pas normées en fonction des variables socio-démographiques de base. Je n'ai pas parlé du niveau d'éducation des parents, qui est absolument déterminant dans le développement des fonctions exécutives. Alors voilà, ça c'est des données classiques pour terminer ce préambule, pour vous dire que, d'une manière générale, on sait que les fonctions exécutives jouent un rôle déterminant
pour le développement psychologique au sens large. Bon, je fais référence à Diamond, qui fait partie des auteurs les plus cités sur ce sujet, mais il n'y a plus besoin, je crois, de le dire, c'est désormais bien identifié. Vous avez un numéro spécial d'Anaï qui vient de sortir sur l'importance des fonctions exécutives pour les apprentissages scolaires, chose qu'on sait depuis un petit moment, mais ça montre les enjeux qu'il y a derrière à bien identifier cette problématique exécutive. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la vulnérabilité de ces fonctions exécutives chez l'enfant, en particulier dans les TND, et plus spécifiquement dans le TSA? Je ne vais pas trop entrer dans le TSA, je vais dire quelques mots, bien sûr, mais c'est plutôt Bertrand qui va assurer cette partie de la présentation. Juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, on sait, c'est un fait, les données sont désormais assez claires, assez peu contestables, qu'on a de nombreux contextes cliniques à risque. Alors, schématiquement, on sait que dans les troubles du neurodéveloppement, dans les lésions cérébrales acquises et, d'une manière générale, dans les maladies mentales, on a un risque important de dysfonctionnement exécutif. Il y a énormément de méta-analyses et de données empiriques accumulées. Et on pense qu'il y a un lien avec cette maturation particulière des réseaux préfrontaux dont je vous parlais tout à l'heure, puisque c'est vraiment ces réseaux préfrontaux ont cette particularité de se développer très tôt, mais d'être matures très, très tardivement. Et aujourd'hui, les dernières données, je vous cite un papier de 2024, là par exemple, qui est paru il y a quelques mois, qui met clairement en évidence cette idée qu'on est sans doute sur un indicateur transdiagnostique. C'est la posture qui est en train d'être adoptée à l'échelle internationale. Alors nous, ça nous va bien parce que c'est ce qu'on pense depuis un petit moment, mais d'autres l'ont dit bien mieux que nous. On est sur une logique d'indicateur transdiagnostique. Si vous voulez, le dysfonctionnement exécutif est probablement une forme de signal de fumée qui nous indique qu'on est dans une anomalie du développement, alors transitoire ou permanente, chronique, une anomalie du développement cérébral. C'est le cas notamment dans les troubles du neurodéveloppement, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas de critères de diagnostic d'un trouble exécutif. On en parle de plus en plus, mais pour un certain nombre de raisons, c'est compliqué de dire on est dysexécutif. Dans le DSM ou dans la CIM, vous n'avez pas de... Mais pour autant, c'est un trait d'union entre tout un tas de syndromes, en particulier neurodéveloppementaux. Alors, s'agissant des TND plus spécifiquement, un peu comme dans ce qu'on a connu dans les lésions cérébrales acquises depuis plus de 30 ans, on sait clairement ce qui se passe dans les lésions cérébrales acquises, traumatisme crânien, épilepsie, tumeur cérébrale. Je vais pas entrer dans... Je vous ai dit que je n'aborderai pas cette partie-là de l'exposé, mais on pense depuis quelques années que dans les troubles du neurodéveloppement, les choses se passent aussi probablement en partie dans les réseaux préfrontaux. Je vous ai remis ici les 6 TND un peu classiques. Et je vous ai mis quelques exemples de référence. Il y en a plein aujourd'hui qui montrent que dans le TSA en particulier, mais aussi dans les autres TND, on a un risque important de dysfonctionnement exécutif. On garde en tête aussi qu'il y a tout un tas de facteurs de risque anté ou périnataux qui ont été identifiés. Je vous renvoie au RECO HAS de 2020, qui sont des facteurs de risque lésionnel, que ce soit par exemple la cardiopathie congénitale, le syndrome d'alcoolisation fœtale, la prématurité. Voilà, tous les facteurs de risque qui sont désormais connus pour générer un sur-risque, si vous voulez, de troubles exécutifs chez l'enfant. Alors, de troubles du neurodéveloppement, d'abord, mais je vous ai mis quelques références de troubles exécutifs en particulier. La question de l'environnement familial, j'en parlais tout à l'heure, donc on n'est pas surpris aussi de voir que ces facteurs environnementaux peuvent jouer dans l'expression des troubles exécutifs. Évidemment, les syndromes génétiques, je ne peux pas faire un inventaire de tout ce qui se dit sur la question, mais on a de nombreuses publications désormais qui montrent que les fonctions exécutives sont au cœur du phénotype neuropsychologique d'un certain nombre de ces syndromes. Je vous ai mis ici l'exemple de la neurofibromatose de type 1, puisque c'est une pathologie sur laquelle on travaille beaucoup à Nantes et à Angers, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, enfin, qu'est-ce qu'on pense qu'il se passe dans le cerveau de ces enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement? Ça, c'est un papier très récent qui est sorti dans une revue de pharmaco et qui montre que très probablement, on a un développement atypique qui, sans doute, commence en période anténatale, qui peut être soumis à des facteurs de risque cumulatifs environnementaux et qui vont fragiliser la mise en place de ces réseaux préfrontaux. Alors il y a tout un tas de facteurs qui ont été identifiés, mais vous voyez que le risque de troubles du neurodéveloppement est en particulier
assimilé à une fragilisation des réseaux préfrontaux du cerveau. On est vraiment sur les réseaux préfrontaux dont je parlais tout à l'heure, et avec des anomalies qui surviennent probablement très tôt dans la vie, qu'on ne sait pas encore complètement identifier, mais qui se cumulent. Et puis pour certains enfants, qui vont s'accentuer en fonction de leur trajectoire de vie, de leur environnement, au sens large. Alors comment se caractérisent ces troubles exécutifs, puisqu'on n'a pas de critères de diagnostic? On sait par contre, il y a quand même eu un certain nombre d'écrits auxquels je vous renvoie, écrits par un certain nombre de collègues spécialistes de la question, qui permettent quand même d'identifier des marqueurs de ce que sont les troubles exécutifs chez l'enfant. Alors, je vous rappelle que la lecture, elle est par définition extrêmement délicate de ces troubles exécutifs, puisqu'on oscille toujours entre le risque bien classique que les médecins connaissent aussi, de faux positifs ou de faux négatifs. L'idée, c'est pas de voir des dysexécutifs partout. Les enfants sont par nature dysexécutifs. Je pense que vous savez ça mieux que moi. Et le risque de faux négatifs, il existe aussi, c'est-à-dire de penser que précisément, c'est les symptômes de l'enfance. Donc il faut trouver un juste milieu, se donner des garanties pour dire cet enfant, il a oui ou non des troubles exécutifs, qui peut-être d'ailleurs, comme je viens de le dire, permettent d'anticiper un potentiel trouble du neurodéveloppement, ou en tout cas caractérisent en partie le profil neuropsychologique des enfants. Alors ce qu'on sait, c'est que la symptomatologie est polymorphe. Ça, c'est très clair, ça revient à ce que je vous ai dit en préambule. On sait que les troubles exécutifs, ils peuvent concerner les aspects cognitifs, de manière parfois sélective, et ils peuvent concerner les aspects plutôt chauds, avec une instabilité émotionnelle, comportementale, qui a désormais été largement décrite. Je vais avancer parce que je voudrais pas prendre de retard. Et on peut avoir des dissociations, je disais tout à l'heure. Alors, dans les lésions cérébrales acquises, ça a été clairement montré, y compris avec des études de cas en France. On a montré qu'on pouvait avoir des enfants qui présentent une atteinte sélective du versant cognitif sans atteinte du versant affectif, et réciproquement, et qu'on peut avoir, et ça ne nous arrange pas, des atteintes sélectivement de certains aspects froids des fonctions exécutives. Exemple ici de collègues qui ont publié un travail sur un enfant épileptique qui a des troubles de la planification et des troubles de la mémoire de travail, mais qui n'a pas de problème d'inhibition ni de problème de flexibilité. Alors évidemment, si on ne va pas les chercher, on ne les trouve pas. Avec des atteintes, comme je disais tout à l'heure, orbitaires, ventromédianes ou dorsolatérales. Ce qui est compliqué également, c'est la dynamique évolutive de ces troubles exécutifs, qui est un petit peu difficile à cerner, puisqu'on a montré, je vous montre ici une méta-analyse qu'on a faite sur une cohorte d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement, qui montre que plus on avance en âge, plus l'écart à la norme peut apparaître. Autrement dit, un enfant de 7 ans, 8 ans peut être tout à fait dans les normes sur le plan exécutif, et puis c'est quand il va arriver au collège qu'il va être face à des exigences supplémentaires qu'on va mobiliser davantage ses fonctions exécutives, et là les difficultés vont apparaître. Ça veut dire qu'on doit avoir une veille un peu longitudinale sur nos petits patients, et que c'est pas parce que ça va bien à 7 ans que ça ira bien à 12 ans. Alors, il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais avoir ça à l'esprit. Le retentissement, il est potentiellement diffus. Si vous avez un syndrome dysexécutif, eh bien évidemment, c'est le chef d'orchestre. Je n'ai pas dit, mais la métaphore, vous la connaissez, c'est le chef d'orchestre. Si le chef d'orchestre est perturbé, vous avez un risque que l'orchestre soit perturbé, que ce soit les fonctions instrumentales, le langage, les praxies, les gnosies, que ce soit les apprentissages au sens large. Ça peut impacter aussi la cognition sociale. On sait chez l'enfant que le développement exécutif conditionne l'émergence de la théorie de l'esprit, par exemple. Ça peut perturber la qualité de vie, etc. etc. Alors, ça complique la lecture pour nous en tant que cliniciens, parce que vous voyez bien que la difficulté, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment un problème intellectuel ou langagier, ou est-ce que c'est un problème exécutif qui vient contaminer l'expression des difficultés. Et puis, un dernier mot, puis après je passe sur l'évaluation pour ne pas mettre en retard Bertrand. Je peux me faire des gros yeux si je dépasse. Ce qui ressort aussi depuis quelques mois, c'est cette idée qu'on aurait des profils spécifiques en fonction du type de TND. C'est-à-dire qu'on aurait, par exemple pour les troubles du spectre de l'autisme, des difficultés plus importantes en termes de flexibilité que dans le TDAH, par exemple, ou que dans les troubles d'apprentissage. Alors que, pour l'exemple des troubles spécifiques d'apprentissage, les troubles de la mémoire de travail seraient plus prononcés. Donc il y a cette idée, mais à prendre avec précaution, puisque ça reste des effets de groupe, qu'il pourrait y avoir, vous voyez, des profils de dysfonctionnement exécutif différents
d'un TND à l'autre. Alors le problème de ces méta-analyses très impressionnantes, c'est qu'elles sont basées sur des outils qui sont complètement différents d'une étude à l'autre. Donc c'est quand même à prendre avec beaucoup de pincettes. Il ne s'agit pas de vous dire ils sont comme ci ou comme ça. Mais c'est pour vous montrer un peu vers quoi s'orientent les recherches actuellement. Alors ça me permet de parler avec vous d'évaluation, puisque vous avez compris qu'au vu de cette symptomatologie fréquente et complexe, il faut évaluer les fonctions exécutives le mieux possible, en tenant compte bien sûr des difficultés, en particulier je pense au TSA, où on sait que ce n'est pas toujours possible en fonction de la sévérité du TSA et de l'âge de l'enfant. Alors peut-être quelques petites recommandations, et puis je mets ça dans votre réflexion, à vous de voir dans votre pratique quotidienne dans quelle mesure les choses peuvent être peut-être un peu améliorées. Ça me paraît important de surtout pas mettre le test devant l'analyse, ce qui est malheureusement l'évolution, me semble-t-il, pas du tout souhaitable, mais dans laquelle on se situe actuellement en neuropsychologie. Les tests ne sont qu'un médiateur, et on leur donne, à mon avis, beaucoup trop de pouvoir actuellement, surtout quand on voit le niveau désastreux des propriétés psychométriques des tests qui continuent à être utilisés sur le terrain. Aucune propriété de fidélité validée, aucune validité, souvent des tests dont on ne sait pas d'où ils viennent, mais on a des moyennes et des écarts types, on est content, on fait des Z-scores dont on n'a pas le droit de faire du tout le calcul pourtant. Et donc ça, évidemment, ça crée un certain nombre de biais, déjà que c'est compliqué, mais en plus, on utilise, comme dirait Jean-Luc Roulin, on mesure avec une élastique. Alors, je crois que c'est vraiment important de repartir de ce qu'on sait d'un point de vue théorique et méthodologique. Autrement dit, je vous l'ai dit, il y a plusieurs composantes exécutives. Donc si on évalue par exemple que l'inhibition, on a 3 chances sur 4 de ne pas observer un trouble exécutif, puisqu'on sait qu'il y a d'autres composantes. Il faut des mesures fiables et étalonnées. Alors moi je suis comme vous, dans le service, dans l'équipe dans laquelle je travaille, on utilise tous les tests disponibles. Et puis c'est un peu l'expérience empirique qui fait qu'on se dit tiens c'est bizarre, ce test-là ne donne pas le même résultat que l'autre, il faut peut-être qu'on aille voir du côté des propriétés de fidélité et de validité. Et on est d'accord que les éditeurs, je ne vais encore pas me faire des amis, mais sont les premiers responsables des outils qui ne sont pas très bien diffusés et qui coûtent pourtant assez cher. Mesures fiables et étalonnées, c'est quand même très important. C'est quand même très important. Est-ce que l'outil est fidèle et est-ce qu'il est valide ? Moi, je vois plein de comptes rendus avec des tas de tests dans tous les sens, des tas de chiffres dans tous les sens, mais on ne se pose pas la question de savoir si on a le droit de les utiliser et de les interpréter tels qu'ils apparaissent. Précoce et à distance, parce que il faut pouvoir s'assurer que les difficultés persistent dans le temps. Et puis, je suis toujours étonné qu'on puisse se dire on va évaluer les fonctions exécutives toutes seules. On a quasiment des prescriptions de bilan exécutif. Ça n'a, de mon point de vue, aucun sens. Parce que si on ne vérifie pas l'orchestre, le chef d'orchestre peut très bien fonctionner, la tâche sera perturbée. Une tâche exécutive, elle est forcément non exécutive. On ne peut pas évaluer l'inhibition en disant à l'enfant « inhibe ». On inhibe quelque chose. On fait preuve de flexibilité avec des dessins, avec des mots. Et donc, si les aspects instrumentaux sont perturbés, par définition, mon évaluation exécutive, elle va être contaminée. Donc, l'idée, c'est que normalement, et je suis toujours assez surpris de voir beaucoup de publications qui sortent malgré tout comme ça et de bilans qui sont réalisés comme ça, on ne devrait pas évaluer les fonctions exécutives dans une modalité défaillante. On ne va pas évaluer les fonctions exécutives avec une tâche verbale chez un enfant qui a un trouble du langage. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, on voit ça dans plein de comptes rendus. Je ne vous parle pas des aspects visuospatiaux ou praxiques. Donc, pas d'épreuve dans une modalité défaillante. Et puis, si les deux modalités sont défaillantes, pas d'épreuve. On fait de la clinique. On ne peut pas faire une tâche. Et alors, même quand la modalité défaillante n'est pas défaillante, même si un enfant n'a pas de trouble du langage ou n'a pas de trouble visuospatial, par exemple, il y a quand même une variabilité dans le développement de ces habiletés chez l'enfant. Ça veut dire que quand je mesure l'exécutif, je dois avoir une condition contrôle où la charge exécutive est minimale. Et je contraste la charge exécutive avec une condition où il n'y a pas de charge exécutive. C'est très important ça. Et malheureusement, beaucoup d'outils ne proposent pas cet aspect-là. Et puis, moi, ça me paraît très important. C'est pour ça que je parle de bilan neuropsychologique global. Un bilan neuropsychologique, les psychologues savent ça, c'est une approche globale du développement de l'enfant.
inscrite dans une approche pluridisciplinaire, parce que évidemment on est plusieurs autour d'un enfant et chacun peut apporter sa contribution, de l'enseignant au médecin en passant par les psychomotriciens, les orthophonistes, les ergos, etc. Et moi je crois beaucoup à cette approche plurielle, parce qu'on est quand même sur des concepts assez compliqués. Et quand je vous disais que j'étais parfois un peu étonné de voir des conclusions complètement contradictoires d'un compte rendu à l'autre, donc on se trouve avec des enfants qui ont 3, 4 diagnostics différents. Alors là, je dévie un peu, mais ça me fait un peu penser à ça. Les fonctions exécutives, c'est une très bonne illustration de ces problématiques-là. Alors je pense qu'il faut raisonnablement se dire qu'on a 3 types d'outils qu'il est vraiment conseillé de confronter. L'entretien et les observations cliniques, fondamentales, je le mets volontairement en premier, avec une démarche théoriquement guidée. Je sais ce que je cherche. Plusieurs fonctions exécutives froides, des aspects chauds, contrôle des aspects instrumentaux. On a des tests de performance et puis des questionnaires. Je vais dire 2 mots sur ces outils-là juste après. Et puis je vous renvoie aussi à la conférence de consensus qui est parue il y a quelques semaines sur l'utilisation et la communication des scores en neuropsychologie, ce qui rejoint un peu ce que j'évoquais en termes de fidélité et validité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un enfant a un déficit à un test quand il est à percentile 80 ou quand il est à moins 1,2 écart type, c'est pas possible. C'est quand même le percentile 95, le fameux seuil risque alpha de 5% qu'il faut considérer. Alors, avec tous les problèmes d'étalonnage qui se posent, je dois m'assurer que l'outil est à peu près calibré pour ça. Donc l'entretien, je n'y reviens pas parce que je pense que vous êtes tous convaincus de ça. Peut-être juste décorréler la plainte et l'évaluation. J'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une réunion fonctionnelle un psychologue qui disait il n'y a pas de plainte, donc j'évalue pas. On est d'accord que c'est pas parce qu'il n'y a pas de plainte qu'il n'y a pas de difficulté. Donc évidemment, il faut décorréler la plainte de l'évaluation. Et vraiment, je pense que l'entretien de chaque professionnel, du médecin, du psychologue, on ne dit pas la même chose à son médecin et au psychologue. Donc c'est vraiment très important de faire cette enquête clinique préliminaire. Alors les tests de performance, pour aller vraiment à l'essentiel, parce que ça, vous êtes censé quand même un petit peu le connaître. Les tests de performance, c'est les fameux tests psychométriques qu'on utilise au quotidien quand on est en relation duel avec l'enfant. Alors ça peut être des tests papier-crayon ou informatisés. J'ai mis un certain nombre d'exemples de tests qui existent aujourd'hui, qui sont disponibles. On va dire qu'ils ont un avantage, ils sont standardisés, structurés, ils permettent de mesurer des temps, des erreurs, et de voir si l'enfant est en difficulté ou pas par rapport à une norme. On est d'accord sur le fait que la performance ne reflète pas forcément la compétence. C'est tout l'intérêt de l'enquête aux limites. Ils ont un inconvénient majeur, ces tests, c'est qu'on les fait à un instant T. Ils sont évidemment contaminés par des erreurs de mesure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne mesurez pas que de l'exécutif quand vous faites un test exécutif, toujours avoir ça à l'esprit. Et puis, je l'ai déjà dit, le problème de l'étalonnage. On utilise quand même beaucoup de tests aujourd'hui, y compris qui sont disponibles en français, mais qui ne sont pas validés en français. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez déjà pas mal de littérature francophone sur cette question. Donc on a un risque de faux positifs ou de faux négatifs. Alors c'est ce qui nous a amené effectivement, avec un certain nombre de collègues, dont certains sont présents ici, à développer un outil, parce qu'en tant que clinicien, on n'était pas satisfait des outils disponibles, un outil validé en français qui s'appelle la batterie Fée, qui permet d'appréhender ces 4 composantes exécutives cognitives un peu classiques, avec des entrées verbales, non verbales, mais surtout avec un contrôle systématique de la variance non exécutive. Et un étalonnage à 2 mois près. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans, 11 mois, il est comparé à un enfant entre 6 ans 10 et 6 ans 12. Parce qu'on sait qu'il y a une variabilité développementale très importante, y compris sur des périodes aussi limitées. Voilà, l'outil est en cours d'adaptation dans un certain nombre de pays. Il comporte des limites comme tout test basé sur la performance, c'est-à-dire qu'il ne vous permet pas de dire de manière catégorique l'enfant a un trouble exécutif. Mais il est conforme aux recommandations de la conférence de consensus avec un seuil d'alerte et un étalonnage des propriétés de fidélité et validité qui sont publiées, disponibles, et c'est le principe de la démarche scientifique, chacun peut se faire son avis. Donc, on est sur des tests basés sur la performance qui, alors, je vous montre les résultats d'un travail qui devrait être publié bientôt auprès d'un petit groupe d'enfants TSA.
Alors plutôt de niveau 1 si on prend la classification du DSM, donc des enfants qui ont plutôt un bon niveau. Et donc là, vous avez les résultats un peu en avant-première de ce travail qui montre en gros, quand on évalue les fonctions exécutives avec ce type d'outil, qu'on a 8 enfants sur 10 qui présentent au moins une fonction exécutive déficitaire. Alors l'évaluation avec la batterie fait, il y a une version révisée qui va bientôt sortir. Elle se fait en moins d'1 heure et elle permet d'avoir un score par composante. Un score d'inhibition, un score de planification, etc. Et donc là, vous voyez peut-être que vous avez, par rapport à la norme, une proportion d'enfants effectivement qui est quand même touchée de manière importante, mais avec des profils hétérogènes. C'est-à-dire que vous avez à peu près un tiers d'enfants qui n'ont qu'une fonction exécutive touchée. Et puis vous avez 20% d'enfants qui ont 2 fonctions exécutives touchées, et puis le reste, à peu près un tiers, qui ont une atteinte extrêmement diffuse des fonctions exécutives. Et par rapport au profil que j'évoquais tout à l'heure dans les travaux internationaux, vous voyez peut-être sur le graphe en haut à droite, que par rapport à d'autres types de troubles du neurodéveloppement, les TSA sont en rouge. Vous avez le TDAH en jaune et en vert des enfants dyslexiques. En blanc, c'est les normes. Et vous voyez que le taux de difficulté exécutive avec les scores composites qu'on a créés, un peu comme les scores de QI, ce sont des scores résumés, vous voyez que le profil n'est pas tout à fait le même. Et on voit que la flexibilité et la mémoire de travail sont les domaines les plus touchés à l'échelle du groupe, chez les enfants TSA, par rapport, par exemple, aux autres enfants. Mais l'inhibition, par exemple, est beaucoup plus touchée dans le TDAH que dans le TSA. Alors, ça reste des comparaisons de groupe, et les profils ici sont là pour vous rappeler qu'il y a une grande variabilité d'un enfant à l'autre. Donc, il faut éviter toute généralisation abusive. Alors, on dit toujours, mais le problème de ces tests, et la batterie fait n'y échappe pas, c'est qu'ils ne sont pas écologiques. Alors, on va mettre un premier petit taquet là-dessus. Oui, mais il n'est pas sûr du tout que les outils soi-disant écologiques, comme les questionnaires que je vais présenter très vite maintenant, soient plus écologiques, parce qu'ils ont aussi tout un tas de biais. Alors, c'est vrai que si en plus on a des tests qui ne sont pas bien normés, qui ne sont pas fidèles, je vous confirme, ce n'est pas du tout écologique. Mais utilisons déjà des tests à peu près bien fichus, valides d'un point de vue psychométrique, et puis après on peut rediscuter des profils des enfants. Parce que faire un bout de test pas vraiment normé dans une évaluation, moi je ne suis pas surpris qu'on ait des contradictions criantes dans les comptes rendus qui circulent. Alors les questionnaires de vie quotidienne, pour le coup, c'est un des outils, il y en a d'autres que je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps, mais les questionnaires de vie quotidienne, comme la brief dont je vais dire un petit mot, ils ont un avantage par rapport aux tests. Ils sont beaucoup plus rapides d'administration, ils ne sont pas sur un instant T, ils sont généralement sur les 6 derniers mois, puis ils sont faciles à administrer. Alors attention, je vois beaucoup de gens qui utilisent des questionnaires dans des classes ou en passation de groupe ou en le faisant avec les parents. Vous savez que rien que la présence d'un stagiaire modifie les résultats à un test et à un questionnaire. Donc il faut vraiment respecter. J'ai vu un papier dans Anae là, qui vient de sortir où on dit les tests basés sur la performance, c'est des tests standardisés, les questionnaires, ça ne l'est pas. Si, un questionnaire, c'est standardisé. Parce qu'on sait en psychologie que ça peut jouer sur la manière dont les répondants complètent les réponses. Donc l'intérêt des questionnaires, c'est juste un autre indicateur qui nous permet de dire est-ce que les difficultés sont perçues dans la vie quotidienne par les proches et les parents, mais c'est aussi les enseignants. Et puis, c'est l'ado lui-même. Alors, il y a plusieurs questionnaires qui existent, évidemment, plus ou moins bien normés, mais le problème de validation psychométrique dont je parlais tout à l'heure, il reste entier. Et le problème d'étalonnage, vous savez qu'il y a plein de publications qui montrent, quel que soit le questionnaire, que d'infimes différences sociodémographiques modifient complètement les plaintes des parents. Dans certaines cultures, on ne se plaint pas des petits garçons. Il y a plein d'études qui montrent ça. Je dis ça parce que l'exemple du Conners, que tout le monde utilise, qui n'est absolument pas validé en français, il n'est pas étalonné en français, le Conners. Il est traduit en français. Ce qui ne veut pas dire que le Conners n'est pas intéressant. Mais vous voyez, quand on se base sur des scores d'outils qui ne sont pas étalonnés dans notre culture, quand on sait ce qu'on sait sur la psychologie interculturelle, ça nous incite à être quand même très humble par rapport à ce qu'on fait ressortir de nos comptes rendus. Alors la brief, c'est sans doute l'outil le plus utilisé à l'échelle internationale aujourd'hui. La brief 2 qui va sortir dans quelques temps, on a un petit peu de retard parce que ça fait plusieurs années que les Américains l'ont sorti. Alors elle aussi, ce n'est pas un outil magique en fait. Ça nous permet juste de dire les parents identifient, les parents, les enseignants, l'ado lui-même, puisque dans la brief 2, il y a une version self-report à partir de 11 ans, les patients et les proches
les enseignants identifient des difficultés exécutives significatives. On est d'accord que ça ne veut pas dire que c'est le cas. Parce que les parents peuvent se plaindre, parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, parce que les parents peuvent ne pas se plaindre, parce qu'ils n'ont pas perçu les difficultés. Enfin, il y a tout un tas de facteurs psychosociaux, psychologiques qui interfèrent. Donc, c'est un outil. Alors, pour le coup, comme pour la batterie fée, vous avez toutes les données disponibles. Il y a plus de 15 publications avec des données françaises dans des revues internationales à comité de lecture, qui peuvent vous donner toutes les infos psychométriques sur les propriétés de l'outil. C'est un vrai étalonnage auprès de la population française. Il y a plus d'un millier de personnes. Donc vous avez toutes les infos sur cet outil. Alors sur la TSA, c'est ce qui va sortir là, et je m'arrête après. Je vous ai mis ici juste les résultats qu'on a sur une petite cohorte d'à peu près 200 patients. Et on ne voit pas très bien, je suis désolé, j'ai fait ça un peu au dernier moment là dans le train, mais on a des plaintes exécutives pour les enfants TSA de la part des parents. Là, c'est juste les parents, et c'est totalement exploratoire. 8 patients, ce n'est pas suffisant. Mais ça vous donne une petite idée, on retrouve des plaintes prépondérantes sur la flexibilité, par exemple. Les parents se plaignent beaucoup de la flexibilité au niveau de leurs enfants. Et puis également, on retrouve la mémoire de travail que j'évoquais tout à l'heure. Donc, les plaintes ne sont pas les mêmes en fonction du type de trouble du neurodéveloppement. On retrouve aussi des plaintes différentes pour le TDAH, pour les troubles d'apprentissage, etc. Je termine, c'est ma dernière dia, Bertrand, promis. On me pose souvent cette question. Il faut mieux prendre les questionnaires, c'est plus sensible. Non. Il faut arrêter de dire ça. C'est pas vrai, parce que je viens de vous expliquer que les questionnaires, ils ont beau être très intéressants, ils sont totalement subjectifs. D'ailleurs, vous savez que la corrélation entre le point de vue des parents et des enseignants, elle est très faible. C'est pas spécifique à la brief. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, compte tenu de votre activité quotidienne. Mais je vois souvent ça. Vaut mieux. Il y a même des centres en France, je ne vais pas les citer, qui font plus que des questionnaires, en disant de toute façon les tests c'est pourri, c'est pas sensible, donc on fait que des questionnaires. Non, c'est pas une bonne idée. Alors j'essaye de vous le montrer à travers juste cette diapo, puisque les collègues anglo-saxons ont déjà montré que tests et questionnaires étaient très faiblement corrélés. Ça, on le sait depuis longtemps. Je vous montre 4 études, 3 sont publiées, la 4e est sous presse. Trauma crânien, épilepsie, neurofibromatose et dyslexie. Avec le même type d'outils. Donc vous avez la FEE, la brief parent et la brief enseignant. Quand on regarde si on obtient le même résultat, selon qu'on regarde le résultat au point de vue des parents, au point de vue des enseignants, et test batterie fée, vous avez en bleu la congruence entre les tests donc de la FEE et la brief parent. Alors, vous avez vu, il y a les 4 fonctions exécutives à chaque fois, inhibition, mémoire de travail, flexibilité, planification. En vert, vous avez la convergence entre les tests et le point de vue des enseignants, et en jaune, la congruence entre le point de vue des parents et des enseignants. En substance, en moyenne, la médiane, on est à 50%. C'est-à-dire que 50% du temps, les outils disent la même chose. Alors, on peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié plein. Alors, selon que vous êtes déprimé ou pas ce matin. Moi, je ne suis pas déprimé, donc c'est une bonne nouvelle. Une fois sur 2, ça dit la même chose. Donc, ça vient conforter ce qu'on sait dans notre observation clinique et notre entretien. La difficulté, mais ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est quand c'est incongruent, donc une fois sur 2. Alors, on a regardé, mais je ne vous ai pas embêté avec les chiffres, parce que c'est assez compliqué, mais on l'a publié sur plusieurs contextes cliniques. Qu'est-ce qu'on observe dans ces 4 contextes, par exemple ? Eh bien, 7 à 8 fois sur 10, les tests sont déficitaires et pas les questionnaires. Donc c'est strictement l'inverse de ce qu'on dit actuellement. Quand on dit les questionnaires sont plus sensibles, non. Ce qui est intéressant, c'est que cette proportion n'est pas la même d'un contexte clinique à l'autre. Par exemple, dans la dyslexie, les plaintes des parents tendent à être plus importantes que ce que nous disent les tests. Ce qui est sans doute en lien, en partie, avec un besoin de reconnaissance qui est complètement légitime. Dans les contextes cliniques où les troubles sont lourds, trauma crânien, neurofibromatose, épilepsie, les parents se plaignent moins que ce que nous disent les tests. Alors ça veut dire quoi ? Que les tests sont des faux positifs ? Nous, on ne pense pas. C'est qu'en fait, c'est des populations pour lesquelles les parents sont dans autre chose. Les difficultés sont reconnues, ils sont accompagnés, le niveau de plainte est beaucoup moins important. Donc l'idée, c'est de vous dire, voilà, attention,
les tests ou les questionnaires, en fait, ils ne sont pas irréconciliables. Je pense que dans notre panoplie d'outils, on doit absolument confronter les deux, et c'est aux cliniciens de trancher. Peut-être que si les tests sont suffisamment sensibles, on pense que c'est le cas quand on se donne les moyens d'avoir un outil à peu près robuste, validé, il faut que je me positionne en fonction des plaintes des parents, des enseignants, éventuellement de l'ado lui-même, avec une évaluation qui est structurée. Voilà, je m'arrête là pour laisser la parole à Bertrand avec un peu de retard. Excuse-moi, Bertrand. Merci Arnaud, bonjour à tous. Oui, effectivement, après ce panorama dressé par Arnaud, moi j'avais envie qu'on se centre un petit peu sur le TSA, les fonctions exécutives dans le TSA, ce que disent un petit peu les études aussi, voir un peu les dernières. Il y a de plus en plus, sur ces 20 dernières années, il y a eu vraiment un essor des études sur les fonctions exécutives. Et puis depuis quelques temps, notamment avec le DSM-5, on a pu recentrer un peu la sémiologie du TSA, les études aussi sont devenues un peu plus fines. Donc, avant toute chose, pour illustrer aussi, mais bon, Arnaud l'a très bien dit, cet aspect transdiagnostique des TND, au cœur des TND, c'est vrai qu'on retrouve des tableaux dits exécutifs, en tout cas des atteintes exécutives dans à peu près tous les troubles du neurodéveloppement. C'est vrai dans le trouble spécifique des apprentissages, c'est vrai dans le trouble développemental de la coordination. Alors, ça ne touche pas toujours les mêmes types de fonctions exécutives. On a déjà des études de groupe qui tendent à montrer que dans certains troubles du neurodéveloppement, on est plus atteint sur tel type de fonction exécutive. Et puis aussi, après, il y a une hétérogénéité très forte au niveau des profils. C'est vrai aussi dans le TDAH. Le TDAH, lui, l'avait déjà mentionné depuis longtemps, puisque le modèle de Sonu-Gabar qui essaye d'expliquer comment fonctionne le TDAH intègre, vous le voyez ici, donc intègre ici les fonctions exécutives et notamment un déficit d'inhibition qui serait l'un des processus psychologiques à l'œuvre dans la sémiologie du TDAH. Alors on sait aujourd'hui que dans le cadre du TDAH, il y a peut-être d'autres types de fonctions exécutives qui sont atteintes. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et donc le TSA n'y échappe pas non plus à cette réflexion autour de quid du fonctionnement exécutif, d'autant qu'on va regarder tout à l'heure en quoi les fonctions exécutives sont intriquées avec l'ensemble des autres fonctions cognitives. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on ne peut pas se passer d'une évaluation complète et intégrative quand on veut évaluer les fonctionnements cognitifs. Exécutif, pardon. Donc l'une des théories explicatives du dysfonctionnement neurocognitif dans le TSA implique une atteinte du contrôle exécutif. Ça commence d'abord par une proximité sémiologique qu'on peut observer avec des profils plutôt difrontaux, avec une rigidité, une difficulté à s'adapter au changement, et puis une atteinte directe de ce qu'on appelle la cognition sociale, pour certains qui fait partie des fonctions exécutives plutôt chaudes. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, dans le détail, un peu ce que peuvent dire les études, j'ai sorti une des dernières méta-analyses, je crois que c'est 2020, non, celle-là c'est 2017, mais il y en a une qui est sortie en 2024 qui confirme un peu ces résultats-là. En gros, on observe dans les méta-analyses que l'intégralité des fonctions exécutives, telles que décrites par Arnaud juste avant, sont touchées, présentent de façon assez systématique une significativité. Bien sûr, ce sont des études de groupe. Il y a évidemment une variabilité en fonction des patients. Il y a aussi une variabilité d'atteinte. Toutes les fonctions exécutives ne sont pas touchées pour un seul et même patient. Mais en tout cas, on a quand même, au niveau groupe, une atteinte qui est assez systématique. C'est important sur le plan clinique de pouvoir aussi comprendre en quoi ces atteintes exécutives vont avoir un impact en vie quotidienne. Alors, je l'ai fait de façon hiérarchique, c'est surtout sur les résultats qui sont sortis de la méta-analyse, la planification et l'organisation qui seraient touchées de façon prépondérante. Donc, une difficulté à anticiper des besoins futurs, à établir des priorités, à décomposer une tâche.
mais aussi voir un peu une problématique sous plusieurs aspects et pouvoir la diffracter, ces aspects-là. La flexibilité cognitive aussi, dont on a beaucoup de papiers dessus, qui montre plutôt une difficulté à s'adapter aux changements, à tolérer les imprévus. Bon, des choses cliniquement qu'on observe assez classiquement dans le TSA. Mais aussi des problèmes d'inhibition et des problèmes de mémoire de travail. Alors maintenant, on dit que c'est très variable selon les patients, c'est vrai, sur le plan clinique, sur le plan de l'exploitation clinique. Et comment on peut expliquer ces phénomènes de variabilité? Alors il y a plein de facteurs possibles. J'ai choisi de parler de deux choses. D'abord, c'est le lien entre déficit exécutif et sensorialité. On le sait, alors c'est un modèle, c'est une théorie, hein, bien sûr, mais une sorte de cercle vicieux qui va se jouer entre à la fois des entrées sensorielles qui vont être jugées excessives, maltraitées, non hiérarchisées, qui vont utiliser, qui vont, saturer le fonctionnement exécutif. Et donc, ce qui va faire que l'enfant ne va pas, enfin le patient en tout cas, ne va pas avoir un fonctionnement exécutif qui fonctionne de façon adéquate. Et à l'envers aussi, déjà, des déficits exécutifs développementaux qui vont mal coordonner des traitements de stimuli simultanés, une surcharge sensorielle et des traitements de l'information. Donc on voit à quel point c'est un serpent qui se mord la queue. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir qui commence, qui a commencé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les difficultés exécutives qu'on peut observer, on peut aussi se demander si ce n'est pas les défauts de sensorialité qui peuvent les impliquer. Ce qui d'ailleurs pose une vraie question, parce qu'on observe ça aussi dans le TDAH, toute cette notion un peu je fais une petite parenthèse, mais toute cette notion de comorbidité aujourd'hui qu'on voit dans TSA et TDAH. Bon, à partir du moment où déjà on a une problématique de modulation de l'entrée sensorielle, c'est sûr qu'on va avoir du mal à rester bien attentif à ce qui se passe, à relever les éléments les plus saillants dans l'environnement, et donc derrière avoir peut-être un profil disattentionnel, comme on pourrait dire. Est-ce que ça traduit réellement un TDAH ou pas ? Voilà, ça c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'on a parfois des comorbidités sur lesquelles aujourd'hui les nomenclatures actuelles nous le permettent, hein, de les associer, mais cliniquement on pourrait aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qui se joue là-dedans. Donc notion de comorbidité et co-occurrence, je pense que cliniquement c'est quand même... mais je pense que les cliniciens font ça indépendamment des nomenclatures officielles. Donc voilà, donc il y a quand même, je pense, ce lien qu'il faut avoir en tête, ce qui va aussi nous faire dire qu'un profil TSA avec plutôt des bonnes ressources exécutives, ça existe, pourrait justement mieux gérer ces anomalies sensorielles. Ce qui explique le phénomène de camouflage, pourquoi certains TSA, de haut niveau ou moins d'ailleurs, hein, peuvent adopter des stratégies de camouflage. Alors, on parle de quoi quand on parle de camouflage, hein? Ça peut être tout un tas d'éléments cliniques que j'ai listés, ces limitations sociales, donc pouvoir reproduire un petit peu ce qui est fait, comprendre aussi que les comportements qu'on peut adopter ne sont pas forcément adaptés en société. Un apprentissage de scripts sociaux, c'est ce dont on parle quand on parle un peu de langage plaqué ou de comportement plaqué. On a l'impression que c'est appris et c'est remis dans un contexte qui parfois ne matche pas, et c'est quand ça ne matche pas qu'on voit que c'est plaqué d'ailleurs. Une adaptation des intérêts aussi, des répressions de comportements répétitifs ou stéréotypés. Je pense à un jeune garçon, par exemple, qu'on a reçu au centre, qui a 10 ans, qui fait encore du flapping, et il a établi un code de communication avec sa mère, parce que dès qu'elle venait chercher le soir à l'école, il était tellement content qu'il faisait du flapping, et il y a un code de communication qui s'établit entre la mère et l'enfant, de dire quand je fais ce signe-là, ça veut dire attention, tu es en train de faire du flapping, donc inhibe-toi. Et c'est quelque chose qui fonctionnait. Donc on voit à quel point cet enfant a pu mettre en place, aidé par sa mère, des phénomènes de camouflage. Voilà, évitement des comportements d'autostimulation, maintien du contact visuel aussi. On le voit, hein, notamment chez les adolescents qui nous disent, voilà, moi j'ai appris, et ils nous le disent très bien d'ailleurs, c'est très intéressant de les entendre parler, hein, de dire, moi je sais qu'on me reprochait de pas regarder dans les yeux, après on me reprochait de trop regarder dans les yeux, donc voilà, j'essaie. Donc on voit quand même
des comportements qui essayent de moduler le regard, même si ce n'est pas tout à fait toujours parfait. Voilà, donc ce phénomène de camouflage, il est très présent, on le voit régulièrement. Il est d'ailleurs plus présent, les études nous disent qu'il est plus présent dans une population féminine. Les filles avec TSA camouflent davantage que les garçons, ce qui est d'ailleurs un des éléments d'explication, qui pourrait être un des éléments d'explication du retard diagnostique qu'on peut avoir chez cette population-là. Toutes les personnes qui ont diagnostiqué des TSA filles savent qu'aujourd'hui, les critères de diagnostic ne matchent pas tout à fait très bien. Enfin, on voit que ça a été fait sur une population plutôt masculine. Et donc, voilà, on a parfois ces phénomènes de camouflage qui sont rationalisés, du coup, chez les parents. On en parlera tout à l'heure dans l'étude de cas. Et puis, qui retardent l'absence, la pose du diagnostic. Encore une fois, je vous parle de patients qui ont plutôt un bon niveau. Et on s'est demandé, est-ce que ces méthodes de camouflage sont plus retrouvées chez des patients qui peuvent bénéficier d'un bon niveau intellectuel? Alors, pas forcément au niveau intellectuel, mais au niveau exécutif, oui. Quand les patients présentent de bons niveaux exécutifs, ce sont les meilleurs candidats pour mettre en place des phénomènes de camouflage beaucoup plus importants. Voilà, oui, juste une étude de 2025 qui est sortie récemment, sur 140 enfants. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était pour un peu illustrer ce que je suis en train de dire. 140 enfants de 10 à 14 ans qui ont tous un QI égal ou supérieur à 70, donc qui ne traduisent pas forcément une déficience intellectuelle. Les résultats montraient que la BRIF 2, qui a été présentée par Arnaud précédemment, la régulation comportementale, c'est le meilleur prédicteur pour les aspects de conscience sociale, de cognition sociale, pour les aspects de communication et de motivation. Davantage d'ailleurs que les critères cliniques relevés à la DOS. Et le sexe reste un facteur modérateur partiel, ce qui est aussi là intéressant sur la subjectivité dont on parlait tout à l'heure. Les filles sont notées par les parents plus sévèrement sur le plan des comportements sociaux que les garçons, indépendamment de leur efficience exécutive. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, puisque les fonctions exécutives sont peu ou prou impactées dans l'ensemble des TND, notamment au sein du TSA, et qu'il n'y a pas d'impact systématique, mais que souvent au moins une des fonctions est touchée, il nous apparaît important de pouvoir proposer un bilan complet, intégratif, pour pouvoir vraiment évaluer le profil, chaque profil, et surtout, en fait, pour prioriser les prises en charge, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avancer, accompagner le médecin dans l'organisation et le dispositif de prise en charge à mettre en place. Je pense aussi que ce bilan, quand il est bien fait, doit pouvoir spécifier le profil, bien sûr, mais doit aussi pouvoir, justement, dissocier quid des comorbidités ou des co-occurrences qui sont à l'œuvre chez cet enfant. C'est très important, parce qu'une comorbidité, il faut la traiter. Si c'est une co-occurrence, on peut se dire que d'abord, on va traiter le problème principal, et normalement, par corollaire, on devrait avoir un impact sur le reste. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a un nombre de prises en charge maximales chez l'enfant qui ne peut pas avoir un agenda de ministre, même si on en voit beaucoup, qui ont chaque soir une prise en charge. Je pense que cette notion-là devrait aussi nous inviter à réorganiser la prise en charge pour pouvoir mieux l'accès, quitte d'ailleurs à la réévaluer de façon un petit peu plus fréquente que ça ne l'est fait aujourd'hui. Je pense surtout en ville, évidemment. Voilà, et donc un rappel aussi pour vous dire, mais Arnaud l'a très bien dit, donc je vais aller rapidement pour vous rappeler, je dis ça parfois quand on a cette notion de il faudrait faire un bilan intentionnel chez cet enfant. Je ne sais pas ce que ça veut dire un bilan intentionnel, ça sous-entend qu'on pourrait dissocier l'attention du tout le reste des fonctions cognitives. Bon, ça ne veut rien dire évidemment, au même titre qu'une efficience intellectuelle seule, isolée. Voilà, je suis toujours preneur. À chaque colloque, je lance un appel. Mais si quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt d'un QI, d'une échelle de Wechsler de façon isolée, voilà, je suis tout à fait preneur pour en discuter. Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça réponde à une question. Il faut que ça puisse valider une hypothèse, que ça puisse alimenter, en tout cas, la clinique et surtout ensuite ce qu'on en fait, quoi, évidemment, l'exploitation. Donc, les fonctions exécutives sont à l'interface des fonctions instrumentales.
c'est vrai, Arnaud l'a dit, on voit encore beaucoup trop de professionnels qui peuvent évaluer des fonctions dites supérieures sans avoir évalué initialement les fonctions instrumentales. Bon, ça peut être dommage quand même, hein, ça peut être dommageable. Et donc, évaluer l'efficience intellectuelle, la sphère attentionnelle, la cognition sociale aussi, les apprentissages, processus mnésiques. Je vais en dire un mot pourquoi, parce que tous ces processus-là intègrent les fonctions exécutives. Hein. Quand on veut évaluer les stratégies d'apprentissage chez un enfant, ou même la mémoire, plutôt dans les niveaux lésionnels, les aspects d'encodage et de récupération sont régis évidemment par les fonctions exécutives. L'attention et les fonctions exécutives partagent des interfaces. Il y a même des modèles qui intègrent totalement l'attention au sein des fonctions exécutives. Pareil, on ne répond pas. J'en dis pas plus, mais c'est vrai qu'il y a une intrication qui est extrêmement forte entre les deux. Et puis, il y a une absence totale d'isomorphisme entre les résultats des fonctions exécutives et du QI, ce qui implique c'est-à-dire que l'un ne peut pas prédire l'autre, donc ce qui implique que quand on a évalué le QI, on n'a pas évalué les fonctions exécutives et vice-versa. Donc ça devrait nous inviter quand même à pouvoir, de concert, évaluer l'intégralité de ces fonctionnements-là. Et puis on parle beaucoup de cognition froide ce matin. On pourrait aussi parler de cognition chaude, qui sont dissociées de façon un peu artificielle, mais aussi quand même qui sont dissociées sur le plan neurobiologique, pour rappeler quand même que le fonctionnement exécutif, il est partout, et il est aussi dans les prises de décision, il est dans les actions qu'on fait au quotidien. Et on pensait, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, qu'avant 6 ans, 6-7 ans, il ne se passait rien du tout, qu'il n'y avait pas de fonctionnement exécutif, que l'enfant était très primaire là-dessus. Bon, on sait aujourd'hui quand même que dès la naissance, l'enfant, avec évidemment des fonctions tout à fait non dissociées et encore pas organisées, mais peut déjà montrer des signes qui sont des balbutiements, des balbutiements du fonctionnement exécutif. Bon, j'ai pas le temps de passer, mais j'ai pas le temps de montrer, mais c'est vrai qu'on voit dans des échanges conversationnels, communicationnels, on va dire plutôt avec l'enfant, des stratégies d'inhibition où l'enfant est en position de regard, il regarde sa mère, il regarde ce qu'elle fait, il regarde comment elle parle, et puis quand elle se tait, c'est à lui de parler. Donc on voit vraiment ces jeux un peu qui miment une conversation chez des enfants qui sont tout petits. La préférence néonatale pour les stimuli humains, c'est une magnifique preuve quand même que de façon innée déjà, l'enfant parvient à sélectionner, à choisir qu'entre le visage d'un humain et le visage d'autres animaux ou d'objets, il va préférer le visage humain. Une belle sélectivité quand même, qui est innée, mais qui est belle. Et puis petit à petit, progressivement, très rapidement même, l'attention conjointe va se développer et la référenciation sociale, c'est-à-dire pouvoir se référer au visage, aux expressions émotionnelles de son parent pour pouvoir organiser son comportement. Et donc, par exemple, dans cette étude-là, on montre qu'un enfant qui est face à une falaise artificielle va pouvoir interrompre son mouvement si la mère a un visage de peur, là où si elle a un visage souriant, l'enfant va avancer les 2 mains devant. Je vous ai spoilé totalement la fin du jeu de film. Mais voilà. Mais évidemment, on n'est pas sur des fonctions exécutives matures, mais on est déjà quand même sur des stratégies d'inhibition. Voilà. Et après, c'est tout l'environnement c'est tous les faits passifs, fais pas ça, non, qui vont conditionner aussi la stimulation de l'inhibition de l'enfant. Voilà. Et jusqu'à ce test du chamallow que vous connaissez par cœur, qui, et je trouve, est très intéressant parce qu'il montre simplement à l'œuvre que physiquement, la balance entre ce qu'on sait et ce qu'on veut a une émergence, même presque physique chez ces enfants-là. Et là aussi, les fonctions exécutives sont complètement à l'œuvre. On le voit d'ailleurs que des plus petits peuvent réussir mieux l'épreuve que des plus grands. Donc on voit aussi que ce calendrier développemental, il est très différent selon les enfants. Et donc, il y a aussi une hétérogénéité sur le plan développemental. Bon, et d'ailleurs, l'étude a été refaite récemment en contrôlant tous les facteurs, toutes les variables, et qui montre que les conclusions étaient plutôt correctes à l'époque quand ça a été fait dans les années 70, mais on avait oublié un effet médiateur qui est l'efficience du fonctionnement exécutif. On y revient.
Voilà, il me reste 5 minutes. Bon, je finis juste par cette petite étude de cas parce que c'est pour vous illustrer aussi un peu la conclusion d'Arnaud sur l'importance d'articuler à la fois les thèses basées sur la performance, bien sûr, mais aussi le recueil clinique. Je vous parle d'une étude de cas d'un enfant que j'ai vu. L'étude de cas fera partie du livret de la brief 2 qui sort bientôt. C'est Alexandre, 14 ans, qui vient chez nous parce qu'il a des troubles du comportement et de l'adaptation sociale, ce qui a conduit à une rupture à l'école. Déjà des difficultés dès la maternelle de séparation, une déscolarisation qui a conduit à une déscolarisation jusqu'en CP. Il a dû redoubler son CP. Et puis ensuite une déscolarisation en 5e parce que trop d'anxiété liée au groupe. Il était en inadéquation avec le groupe, ce qu'a pu dire l'école. Et donc il a de l'enseignement à domicile. Il a été orienté par le médecin traitant, il n'a jamais eu de diagnostic particulier. Bon, né dans le cadre d'une PMA, naissance à 36 semaines d'aménorrhée, bon, pas de bilan, pas de suivi en place. Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est ce type de profil-là qui ont peut-être pu bien compenser, mais pour lesquels, à un moment, ce que disait aussi Arnaud, à certains moments, avec une augmentation des attentes de l'environnement, les difficultés vont être beaucoup plus difficiles à camoufler. Bon, tout ça pour vous dire que, évidemment, l'enfant, le jeune, présente un TSA. Sur le plan intellectuel, il était tout à fait dans la norme. Sur le plan exécutivo-attentionnel, il avait une vigilance très variable, donc des problèmes d'attention. Voilà, on n'a quand même pas diagnostiqué TDAH, mais il avait quand même des problèmes d'attention qui peuvent être tout à fait expliqués. Une impulsivité motrice, des fragilités en attention divisée, et puis une planification catastrophique qu'on a complètement améliorée, qui est normalisée avec une assistance, et une flexibilité déficitaire. Sur le plan de la cognition sociale, même si les tests, là aussi, manquent un peu de fiabilité, bon, il y avait quand même un problème de reconnaissance des émotions faciales. Et j'en viens à la brief, qui est très intéressante, puisque les résultats à la brief, on a la chance dans la brief 2 d'avoir pour une classe d'âge une brief SR, self-report, où c'est le jeune lui-même qui peut répondre aux questions. Et en bleu, c'est le jeune qui répond, et en orange, c'est les parents. Et en fait, on voit que le point de congruence va arriver sur la flexibilité, peut-être, et puis sur... il y avait 2 points sur achèvement des tâches. Voilà. Donc, c'est les 2 points où les parents ont montré des difficultés particulières en vie quotidienne. Pour le reste, les parents trouvent que ça va plutôt. C'est un enfant qui est quand même en situation de déscolarisation. Alors que le jeune, lui, traduit vraiment des difficultés au quotidien. Donc on voit à l'œuvre vraiment des mécanismes de camouflage que le jeune est en train aujourd'hui de faire rejaillir aussi sur le plan psychopathologique. Donc une importance aussi de pouvoir mieux écouter son patient. Alors c'est un questionnaire, donc, mais ça permet au moins d'objectiver parfois le type de difficultés que peuvent rencontrer ces patients, ce qui nous a permis aussi un peu d'orienter la prise en charge en psychomotricité et les axes à lever en groupe d'habileté sociale. Voilà. Je m'arrête là. Je voulais juste remercier l'équipe d'Aloïs avec laquelle je travaille. Et voilà. Et je remercie aussi mon équipe au CHU de Nantes, CRTA, ainsi que l'ensemble des collègues du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire et les différents collègues de la FE qui sont un peu répartis partout.